Alors, l'exercice 3. Donc, un exercice qui paraît peut-être un peu différent de ceux qu'on a fait, mais en fait, c'est la concaténation de plusieurs exercices qu'on a déjà réalisés. Première question. Donc, on nous dit que c'est une histoire de jeu de petits chevaux. On va s'intéresser aux 6. Première question, exprimer l'événement A en fonction des AN, sachant que A, c'est l'événement le joueur ne peut pas sortir de cheval de l'écurie, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de 6, puisque à ce jeu, c'est rappelé dans l'énoncé. Pour pouvoir sortir un cheval de l'écurie, vous devez faire un 6. Donc l'événement A, c'est donc ne jamais faire de 6, et l'événement AN, c'est donc le joueur n'a pas pu sortir de cheval de l'écurie après N lancé, donc vous n'avez pas, si vous n'avez jamais pu sortir de cheval, vous ne l'avez pas sorti au premier lancer, et vous ne l'avez pas sorti au cours des 2 premiers lancers, et au cours des 3 premiers lancers, et ainsi de suite. Donc l'intersection, pour n allant de 1 à plus l'infini, des AN. Question B. Calculer pour n appartenant à n étoile, P de AN. Donc la probabilité de AN, c'est la probabilité donc de ne pas avoir pu sortir de cheval lors des n premiers lancers, c'est-à-dire la probabilité de ne pas avoir fait de 6 au cours des n premiers lancers, c'est-à-dire de S1 inter S2 inter Sn, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection pour k allant de 1 à n des Sk. Or, ces événements Sk, ils sont 2 à 2 indépendants, et donc ça sera le produit pour k allant de 1 à n des P de Sk par indépendance. Et donc il nous faut calculer la probabilité de Sk. La probabilité de Sk, c'est la... Alors, pardon. Les Sk bar. Parce que S, c'est obtenir un 6, et justement, on n'en obtient pas. Donc AN, la probabilité de AN, c'est la probabilité de l'intersection des Sk. Donc c'est le produit des probabilités de Sk, et c'est-à-dire le produit pour k allant de 1 à n de 5 sixièmes. En d'autres termes, ça nous fait 5 sixièmes à la puissance n. Donc finalement, pour tout entier n différent de 0, P de AN est égal à 5 sixièmes à la puissance n. En déduire P de A. La suite AN est une suite décroissante d'événements. En effet, si AN plus 1 est réalisé, alors forcément AN l'est aussi. Obligatoirement. Donc, pour tout entier n appartenant à n étoile, AN plus 1 est inclus dans AN. Donc d'après le théorème de la limite monotone, P de A, qui est donc la probabilité de l'intersection pour n allant de 1 à plus l'infini des AN, c'est donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de P de AN, c'est-à-dire la limite, d'après ce que l'on vient de dire, de 5 sixièmes à la puissance n, et cette limite vaut 0, puisque 5 sixièmes est compris entre moins 1 et 1. Donc P de A est égal à 0. Comment interpréter ce résultat? Eh bien, si on joue longtemps, on finit toujours par pouvoir sortir un cheval. De l'écurie. Voilà pour la première question. Bon. Deuxième question que je vais faire sur une nouvelle page.
Cette fois, on s'intéresse à une situation un petit peu différente, puisque on va regarder quand est-ce qu'on peut avoir 2 6 de suite, ce qui nous permet de jouer 3 fois. Puisque le 6 nous dit que dans ce jeu, le 6 permet de rejouer une deuxième fois juste après. Bon. Donc grand X, la variable aléatoire, qui donne le rang du lancer, où pour la première fois, on a 2 fois 6. Donc on nous donne un petit exemple, et on nous demande d'abord de calculer P de xi pour i allant de 1 à 4. Donc P de x égale 1. Quelle est la probabilité d'avoir 2 6 au premier lancer? J'ai lancé qu'une fois le dé, donc ça, c'est pas possible, c'est réglé. Ensuite, quelle est la probabilité que x soit égal à 2? C'est-à-dire que j'ai dû avoir un 6 au premier lancer et un 6 au deuxième lancer, par indépendance, et donc la probabilité de S1 multipliée par la probabilité de S2, c'est-à-dire 1/36e. Quelle est la probabilité que x soit égal à 3? Donc c'est-à-dire que j'ai obtenu au rang 3 un 6, j'ai obtenu au rang 2 un 6, et comme c'est la première fois, eh bien, j'avais forcément pas de 6 au premier tirage. Même chose, je vais avoir de l'indépendance, donc je vais avoir P de S1 bar, multiplié par P de S2, multiplié par P de S3, c'est-à-dire 5 sixièmes multiplié par 1 sixième multiplié par 1 sixième. J'aurai donc 5 sur 6 au cube, c'est-à-dire 5 sur 36 fois 6, 216. Ensuite, P de x égale 4. Donc là, il y a un petit peu plus de situations possibles. Parce que, effectivement, je peux ne pas faire de 6 dans les 2 premiers lancers. Mais j'en fais au lancer 3 et au lancer 4. Ou alors, j'ai fait un 6 au premier lancer, mais après, j'en ai pas fait au deuxième lancer. J'en ai fait un au troisième. J'en ai fait un au quatrième. C'est-à-dire que, par incompatibilité, j'aurai donc la probabilité de S1 bar inter S2 bar inter S3 inter S4 plus la probabilité de S1 inter S2 bar inter S3 inter S4 par incompatibilité. Ensuite, j'ai plus qu'à utiliser l'indépendance. Donc j'aurai la probabilité de S1 bar multipliée par la probabilité de S2 bar multipliée par la probabilité de S3 multipliée par la probabilité de S4 plus la probabilité de S1 multipliée par la probabilité de S2 bar multipliée par la probabilité de S3 multipliée par la probabilité de S4 par indépendance. On devrait dire même par mutuelle indépendance. Et donc ici je vais avoir 5 fois 5, 25, fois 1, 25, divisé par 6 puissance 4, 216 fois 6, 1296, si je ne dis pas de bêtises. Plus, ici donc je vais avoir 1 fois 5 fois 1, donc 5, divisé par 1296 là aussi, ce qui nous fait 30 sur 1296. Alors 30, bien sûr, c'est divisible par 6. 1296, ça va l'être aussi. Donc on obtient 5 sur 216, exactement comme au-dessus. Voilà pour cette question. 2b. Montrer que S1 inter S2, S1 inter S2 bar et S1 bar forment un système complet d'événements. La première, évidemment, il faut montrer que les intersections sont 2 à 2 vides. Donc si je fais S1 inter S2, inter S1 inter S2 bar, j'obtiens S1 inter S2 inter S2 bar, c'est-à-dire S1 inter vide, c'est-à-dire vide. Ensuite, je vais regarder S1 inter S2, inter S1 bar, et donc ici j'obtiens S1 inter S1 bar inter S2, c'est-à-dire vide inter S2, c'est-à-dire vide. Et puis le dernier, donc c'est S1 inter S2 bar inter S1 bar, c'est-à-dire S1 inter S1 bar inter S2 bar, c'est-à-dire vide inter S2 bar, c'est-à-dire vide. Donc les événements sont bien 2 à 2 disjoints. Maintenant, il faut montrer que leur réunion nous donne l'univers en entier. C'est-à-dire qu'on va regarder S1 inter S2 union, S1 inter S2 bar union,
S1 bar. Et donc là, si vous voyez, on a S1 que l'on peut mettre en facteur. Donc on va avoir S1 union S2 inter S2 bar. Non, pardon, je vous dis des bêtises, c'est le contraire. C'est S1 union, S1 inter, je refais la même, S2 union S2 bar, ce qui nous donnera bien ça en développant. Et donc tout ça, union S1 bar, c'est-à-dire qu'on va avoir S1 inter oméga, union S1 bar, S1 inter oméga c'est S1, S1 union S1 bar, c'est-à-dire oméga. Donc finalement, on a bien montré que S1 inter S2, S1 inter S2 bar, S1 bar est un SCE, un système complet d'événements. On doit en déduire quelque chose. En déduire que pour tout n supérieur à 3, P de x égale n égale quelque chose. Bien sûr, on va utiliser la formule des probabilités totales, puisqu'on a un système complet d'événements. La probabilité que x soit égal à n est égale à la probabilité de S1 inter S2 inter x égale n, plus la probabilité de S1 inter S2 bar inter x égale n, plus la probabilité de S1 bar inter x égale n. La première partie, cette probabilité-là, elle vaut 0, puisque si S1, on a un S1 inter S2, on a obtenu nos 2 6 au deuxième lancé, et donc pas au énième lancé avec n supérieur ou égal à 3. Donc cet événement-là ne peut pas se produire. La probabilité vaut 0, ça c'est réglé. Ensuite, le reste. On va avoir donc la probabilité de S1 inter S2 bar multipliée par la probabilité de sachant S1 inter S2 bar de x égale n, plus la probabilité sachant S1 bar de x égale n. Probabilité de S1 inter S2 bar, évidemment, comme on l'a fait au-dessus, je ne détaille pas davantage, c'est de l'incompatibilité, de l'indépendance. Donc on aura 1 sixième multiplié par 5 sixièmes, donc on aura 5 36e multiplié par, et ici, si vous regardez bien, on retire en fait deux événements. Le fait de savoir qu'on a eu S1 et S2 bar, on n'a pas eu de 6 avant, donc ça ne va pas affecter le x égale n, et donc on aura ici la même probabilité que x égale n-2. Plus la probabilité, j'ai oublié ici de multiplier par la probabilité de S1 bar, la probabilité de S1 bar, c'est-à-dire 5 sixièmes, multipliée par, je ne retire qu'un seul, un seul lancé, et donc la probabilité que x soit égal à n-1. Et donc finalement, la probabilité que x soit égal à n est égale à 5 sixièmes de la probabilité que x soit égal à n-1, plus 5 36e de la probabilité que x soit égal à n-2. Et voilà ce qui termine la question 2c. Question 3. On pose maintenant un égale p de x égale n. Justifier, sans les calculer, qu'il existe 4 réels tels que machin truc. Donc d'après ce qui précède, pour tout n appartenant à n supérieur ou égal à 3, eh bien la probabilité, on a un qui vaut 5 sixièmes de u n-1 plus 5 36e de u n-2. Ce qui revient à dire que pour tout n appartenant à n supérieur ou égal à 1, eh bien u n plus 2 est égal à 5 sixièmes de un plus 1 plus 5 36e de un. En d'autres termes, un est récurrente linéaire d'ordre 2.
De plus, U0, c'est la U0, U1. C'est la probabilité que x soit égal à 1, c'est 0. U2, c'est la probabilité que x soit égal à 2. Et on a trouvé, c'est ici, 1/36e. Donc, on va écrire l'équation caractéristique de UN. Donc, cette équation caractéristique, c'est x carré égale 5/6 de x plus 5/36, ce qui revient à dire que x carré était x carré moins 5/6 de x moins 5/36 égale 0. Je multiplie tout par 36. 36x carré moins 30x moins 5 égale 0. Je vais chercher un discriminant en espérant qu'il soit positif, mais bien sûr ça va être le cas. Donc on va avoir moins 30 au carré, moins 4 fois 36 fois moins 5, c'est-à-dire 30 au carré, 900, moins et moins plus quoi 4 fois 5, 20, 20 fois 36, 2 fois 36, 72, donc 720, c'est-à-dire 1620, qui est largement positif, donc il y a deux racines. x1 est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire donc 30 moins 1620, on vous donne une indication en vous disant que c'était 81 fois 4 fois 5, donc je vais réécrire ça comme ça, divisé par 72, c'est-à-dire 30 moins 9 fois 2, 18, racine de 5, le tout sur 72. Alors, il faut qu'on ait des facteurs communs là-dedans. On peut tout diviser par 6, ce qui va nous faire 5 moins 3 racines de 5, divisé par, si je divise 72 par 6, ça nous fait 12. Et on ne peut pas tellement faire mieux que ça. Et de même, x2, on aura un plus ici, un plus là, un plus là, un plus là, donc 5 plus 3 racines de 5 sur 12. Et donc finalement, il existe un certain couple de réels lambda et mu, tel que pour tout entier n appartenant à n étoiles, un est égal à lambda multiplié par q puissance n plus mu multiplié par r à la puissance n, avec q qui est la plus petite valeur, c'est-à-dire 5 moins 3 racines de 5 sur 12, et r est égal à 5 plus 3 racines de 5 sur 12. Donc on a bien justifié de l'existence de nos 4 réels tels que lambda, enfin un soit égal à lambda qn plus mu r à la puissance n. Petit b. On nous demande de justifier que Q et R sont compris entre moins 1 et 1. Donc c'est là en fait que, à cette question où on vous donnait la décomposition de 1620, je l'ai fait un peu avant, c'est pas très grave, mais la décomposition nous permet d'avoir ça. Racine de 5. Alors on va commencer par 5. 5 c'est compris entre 4 et 9. Donc racine de 5 va être compris entre 2 et 3 par croissance de la fonction racine. Ensuite, pour le premier, je dois faire moins 3 racine de 5, donc je vais tout multiplier par moins 3, donc on aura moins 6, moins 3 racine de 5, moins 9, j'ajoute 5 partout, 5 moins 6, moins 1, 5 moins 3 racine de 5, 5 moins 9, ce qui nous fait moins 4, et ensuite il faut tout diviser par 12. Donc 5 moins 3 racine de 5
sur 12 sera compris entre moins 4 douzièmes. Ça, bien sûr, c'est largement plus grand que moins 1 et plus petit que moins 1 douzième, qui est bien sûr beaucoup plus petit que 1, puisque moins douzième est négatif. Donc, on a bien Q qui est compris entre moins 1 et 1. De même, donc je vais accélérer ici un petit peu. Donc on aura 6 plus petit que 3 racines de 5 plus petit que 9. J'ajoute 5 partout, donc on aura 11 plus petit que 5 plus 3 racines de 5. C'est ça, 5 plus 3 racines de 5. 5 plus 3 racines de 5. Hein. Plus petit que 9 et 5, 14. Et là, la division par 12 nous embête. Donc le 11, c'est pas un problème. Le 14, ici, il est plus embêtant. Parce qu'on ne divise que par 12. Il faudrait ici encadrer un petit peu mieux. C'est pas très grave. Tac. Donc on va avoir 4 plus petit. 2 plus petit que racine de 5. Il faudrait donner ça plus petit que 3. Beaucoup plus petit que 3 même. Faudrait tenter du 2,5, mais c'est pas grave. 2,5 au carré, ça nous fait quoi? Ça nous fait 5 demi au carré, c'est-à-dire 25 divisé par 4. 25 divisé par 4, c'est plus petit que 5. Euh, 25 divisé par 4, non, c'est légèrement plus grand que 5. Donc 2,5, c'est pas assez. On va tenter avec 2,6. Ici, 2,5 au carré, normalement ça... Qu'est-ce que j'ai fait de pas... Oui, non, mais si. 2,5 au carré, c'est bien 25 sur 4, qui est plus grand que 5. Donc, racine de 5, elle va être plus petit que 2,5 au carré. Va être plus petit que 2,5. Donc, on remultiplie tout par 3, donc on aura 6 plus petit que 3 racines de 5, plus petit que 6 fois 2,5, 6 fois 2, 12, 13,5. Attendez, non. On multiplie par 3, donc 3 fois 2, 6, 3 fois donc 7,5. Ok, j'ajoute 5 partout, donc on va avoir 6 et 5, 11, plus petit que 3 racines de 5, plus petit que 12,5, c'est encore légèrement trop grand. Faut faire plus petit. Faut faire plus petit. Donc plus petit, on va faire... alors 2,4, ça sera passé. 2,3. Combien ça nous fait 2,3 au carré? Alors là, on ne peut pas faire forcément 23. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. Tac, 9. 2,99. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois. Pas multiplié par 1, c'est multiplié par 2. Donc 9, 12, 5, 29. Ok, donc c'est bien plus petit que 2,3. Donc 3 fois 2,3, ce qui va nous faire 6,9. Ça c'est beaucoup mieux, parce qu'ici ça nous fait 11,9. Il n'y a plus qu'à diviser par 12. Pourquoi je fais ça, moi ? 11 douzièmes, et donc ici on aura 11,9
sur 12. Ça, bien sûr, c'est beaucoup plus grand que moins 1. Ça, c'est beaucoup plus petit que 1. Donc, notre racine R est comprise entre moins 1 et 1. Ça, c'est réglé. Question 4a. Écrire le système qui permet de déterminer les valeurs de lambda et mu sans le résoudre. Donc, on doit avoir U1 qui vaut lambda Q plus mu R. Et ça vaut... on a dit que U1 était égal à 0. U2, c'est lambda Q au carré plus mu R au carré. Et donc ça, on a dit que ça valait... C'est de renoter un petit peu au-dessus. Tac, 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 tac. Voilà, 1/36e. Donc finalement, le système à résoudre, c'est lambda Q plus mu R égale 0. Lambda Q au carré plus mu R au carré égale 1 sur 36. Sachant que bien sûr, ces valeurs-là, hein, on les connaît. Petit b, écrire les instructions en Scilab qui permettent de résoudre le système. Donc je vais écrire moi que Q est égal à 5 moins 3 fois SQRT de 5 sur 12. R égale 5 plus 3 fois SQRT de 5 sur 12. Voilà. Ensuite, pour résoudre le système, il va nous falloir des matrices. Coefficient de ma première ligne, eh bien c'est Q et R. Coefficient de ma deuxième ligne, c'est Q au carré, R au carré. Ma matrice B, c'est la matrice du second membre, donc 0 et 1 sur 36. Et je n'ai plus qu'à faire inverse de A multiplié par B. Et c'est ça qui va me renvoyer les valeurs qui sont notées dans l'énoncé. Question 5. Montrer que x admet une espérance, l'exprimer en fonction de lambda, mu, q et r. X admet une espérance. Si et seulement si, la somme des cas P de x égale K converge absolument. Donc la somme, alors ici ce sera pour K plus grand que 1, hein, des cas P de x égale K en valeur absolue. Ici de toute façon K est positif. La probabilité que x soit égal à K, probabilité donc c'est positif, c'est donc la même somme que K allant de 1 pour K supérieur à 1, pardon, des cas P de x égale K. C'est-à-dire la somme pour K supérieur à 1 des K multiplié par lambda Q à la puissance K plus mu R à la puissance K. C'est-à-dire, eh bien, on aura la somme pour K supérieur à 1 des lambda multiplié par K Q puissance K plus, alors on va même faire autrement, lambda Q multiplié donc par K Q à la puissance K moins 1 plus mu R K R à la puissance K moins 1. Or, les deux séries, somme des K Q puissance K moins 1 et somme des K R puissance K moins 1, convergent toutes les deux, car ce sont des séries géométriques dérivées, et que Q est compris entre moins 1 et 1, et R est compris entre moins 1 et 1. Donc par linéarité, vous avez votre somme des K P de x égale K en valeur absolue qui convergent. X admet donc une espérance. Combien vaut cette espérance?
c'est donc la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k p de x égale k. D'après la formule que l'on a écrite ici, ça vaut donc lambda q, somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k q puissance k moins 1, plus mu r, somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k r puissance k moins 1. Plus qu'à appliquer les formules, on a donc lambda q, 1 sur 1 moins q au carré, plus mu r, 1 sur 1 moins r au carré. Voilà l'espérance de x exprimée en fonction de tout ce petit monde-là. Alors, on pourra avoir la valeur exacte de l'espérance, mais ce n'est pas ce qu'on nous demande à la question 6. À la question 6, on nous demande d'écrire une fonction en Scilab appelée espérance qui prend en entrée une valeur de n et renvoie la énième somme partielle de la série donnant l'espérance de x. Donc on aura donc une fonction, je vais mettre e comme espérance, égale espérance de n. C'est une somme, donc je vais la commencer à 0. Ensuite, je vais faire une boucle. For k égale à 1 de point n. Eh bien, s va être égal à s plus tout ce qu'il y a dans la somme. C'est-à-dire s plus k fois tout ça. Donc, je vais avoir s égale s plus k multiplié par, eh bien, ce qu'il faut, c'est-à-dire lambda que je vais appeler lambda, multiplié par q à la puissance k, plus mu, multiplié par r à la puissance k, end function. Alors, bien sûr, tout ça, ça ne fonctionnera que si, avant j'ai dit que lambda, alors avant ou dans la fonction, hein, ça marchera aussi, est égal à 0,1745 machin qui nous est donné, mu qui est égal à 0,0254, voilà, q qui est égal, comme au-dessus, à 5 moins r sqrt de 5 tac tac sur 12, et r égale à 5 plus sqrt de 5 sur 12, voilà. Tout ce bloc-là, on peut le mettre avant ou dans la fonction, ça reviendra au même. Et de cette façon-là, on calcule la somme, hein, comme on l'a vu avec les boucles dans Scilab. Ici, j'ai mis E et je l'ai appelé S ici, donc je vais appeler S ici par cohérence. Voilà, donc comme on l'a vu dans les boucles, hein, quand on veut calculer une somme, on initialise la variable de somme à 0, on fait notre boucle for, et à chaque passage dans la boucle, on vient ajouter une nouvelle valeur. Voilà pour l'exercice 3.